Au Moyen-Âge, le seigneur féodal laissait en mourant tous ses biens à son fils aîné. De cette façon, le fief n'était jamais divisé et conservait toute sa puissance. Cet usage s'appelait le droit d'aînesse. Les plus jeunes fils, les cadets, n'avaient pas de terre en héritage. Et plutôt que de vivre en sujet sur la terre de leurs aînés, ils préféraient chercher l'aventure ou devenir soldats au service d'un autre suzerain. Au cours de leur pérégrination, ils avaient souvent une très mauvaise conduite et parfois se rendaient coupables de vol ou de délit. L'Église s'en inquiéta et intervint pour les persuader d'employer leur force et leur courage à des œuvres de bien. Elle leur donna une règle et les embrigada dans la chevalerie. Ainsi, tout jeune seigneur aspirait à devenir chevalier. Il devait alors recevoir une éducation très sévère, apprendre les nobles commandements de la chevalerie et fortifier son corps afin d'être capable de se tirer d'embarras en toute occasion. Il était alors armé chevalier au cours d'une cérémonie solennelle, l'adoubement. Pour quelle raison désires-tu entrer dans la chevalerie? Si tu recherches la richesse ou les honneurs, tu n'en es pas digne. Alors, le jeune écuyer étend la main sur l'évangile et prête à haute voix le serment des chevaliers. Le seigneur s'approche et lui donne 3 coups de plat de son épée sur la joue en disant « Au nom de Dieu, de Saint-Michel et de Saint-Georges, je te fais chevalier. Sois vaillant, loyal et généreux. » La chevalerie au XIIIe siècle avait atteint son zénith. L'Église y avait apporté des adoucissements. Le fer vêtu ne combattait plus seulement pour son Seigneur, mais pour Dieu et les dames, la défense de la veuve et de l'orphelin. Idéal magnifique, souvent trahi mais réalisé en un saint homme qui fut aussi un grand roi, Saint Louis, dont l'ombre tutélaire s'étendra sur sa nombreuse descendance et sur une terre qu'il a beaucoup aimée. Mais les preux chevaliers, quand ils ne guerroyaient pas en quelques croisades ou conflits de fief, aimaient à se mesurer en tournoi. Philippe le Bel, petit-fils de Saint-Louis, avait interdit les tournois. Il décréta en conseil: toutes ces joutes coûtent cher au trésor. Ce sont profusions inutiles et que le peuple blâme. La grandeur d'un royaume ne se mesure pas à ces simulacres de chevalerie. Le règne capétien achevé, le cousinage valois monta sur le trône des Lys. Dans le nouveau roi, Philippe VI, qui se fera sacrer à Reims en 1328, les chevaliers saluèrent un second Lancelot. Le règne capétien et ses dictats passaient aux oubliettes. La chevalerie allait enfin retrouver ses joutes ancestrales. Et les tournois battaient leur plein sans mesure. Ils revêtaient un éclat incomparable. C'était une distraction fort prisée des seigneurs et surtout du bon peuple. Festivités et commerces en tout genre se juxtaposaient. Très vite, l'annonce d'un tournoi se répandait dans toute la région. Si loin même que certains chevaliers n'hésitaient pas à voyager pendant des semaines pour venir participer à ces brillantes festivités. On logeait dans les hôtelleries des couvents ou bien chez quelques parents dont le manoir se trouvait sur le chemin et qui lui-même se rendait au tournoi. Ainsi, de halte en halte, les troupes grossissaient jusqu'à la rencontre en formidable appareil du sire-comte dont on était vassal. Ainsi, les chevaliers équipés de lancers pointés, d'épées sans tranchant et de masses sans poids se mesuraient en fausse guerre où rien n'était sérieux sinon les vanités.
chevaliers continueront le combat au sol, à l'épée ou à la masse d'armes, suivant le choix des combattants. Des joutes individuelles au défi, les chevaliers se lançaient 2 à 2. Certains voulaient leur revanche d'une défaite essuyée dans une précédente rencontre. D'autres qui ne s'étaient pas encore mesurés souhaitaient s'éprouver. Il y avait toute espèce de personnes, tant dans les lices que sur les gradins. Car en cette grande affluence qui faisait des tournois comme une foire de noblesse, on ne pouvait point trop trier. Quelques folieuses de haut vol, aussi parées que les baronnes, parvenaient à se glisser aux meilleures places, jouaient de l'œil et provoquaient les hommes à d'autres tournois. L'arbitrage était composé du roi d'armes et de juge-diseur. Il fallait montrer sa bravoure, son adresse en combat, et il n'était pas rare qu'un chevalier offrit à son adversaire le combat à pied. Mais on devinait aussi quelques rancunes tenaces. Au bout du compte, ce n'était plus qu'armure faussée, côte en lambeaux, peinture écaillée, destriers boiteux sous des housses déchirées. Les rencontres se soldaient très souvent par des estropiés à vie. Les dames, debout dans les tribunes, criaient en suivant des yeux le haume de leur chevalier préféré. Le choc des lances, des étriers, des armures, de toute cette ferraille produisait un vacarme infernal. Mais toute cette pompe, toutes ces parodies ne faisaient qu'altérer l'essence même du preux chevalier. L'esprit de jouissance avait remplacé l'esprit de sacrifice. La bourgeoisie, dont la puissance croissait sans cesse et qui enviait à la noblesse sa naissance et ses privilèges, contemplait, non sans jubilation, l'effritement progressif de l'idéal chevaleresque. Le ver était dans le fruit, et la déliquescence s'amorça dès le XVe siècle.